Bon, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Il est 18h, on va pouvoir démarrer. Je vais commencer par l'appel. Donc Arnaud Salmon présent, Marie-Claire Mervin, Martine Guénégan, Christian Fontaine, Muriel Bézier a donné pouvoir à Marie-Claire Mervin, Vincent Rémy, Catherine Cabot, Philippe Bécan, Mirella Jean de Dieu, Frédéric Soyer, Kevin Steinbacher a donné pouvoir à Philippe Bécan, Pascal Guichard est excusé, Christian Chauffour, Laure Zatorchi m'a donné pouvoir, elle va arriver vers 19h. Joyce Doumage a donné pouvoir à Vincent Rémy, il nous rejoindra aussi après son travail. Gwenel Védy, Thierry de la Fournière, Evalène a donné pouvoir à Catherine Cabot, Marion Battard a donné pouvoir à Christian Fontaine, Jean-Patrick Guibou a donné pouvoir à Martine Guénégan, Valérie Simon a donné pouvoir à Frédéric Soyer, Michel Amandari, Éric Dièvre, Yannick Loisance, Nolwenn Guillou, Bruno Deslandes, Catherine Guguin-Grassi, Claudia Gauvin a donné pouvoir à Catherine Guguin-Grassi, Fabrice Toquin, Annick Porte, Jean-Louis Vergne, Martine Cravaillachoutz a donné pouvoir à Frédéric Lobet et Frédéric Lobet. Je vous remercie, le quorum est donc atteint, la séance est ouverte. Donc, la dernière fois, en tant que secrétaire de séance, nous avions Martine Guénégan. Y a-t-il un volontaire? Philippe Bécan? Ok, bon, Philippe. Y a-t-il Philippe Bécan? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci. Alors, quelques informations préalables, comme vous avez pu le voir en entrant à la mairie, pour rendre hommage à la mémoire de Samuel Paty et Dominique Bernard, professeur de l'éducation nationale victime du terrorisme islamiste et lâchement assassiné, respectivement donc, le 16 octobre 2020 et le 13 octobre 2023. Des drapeaux sont mis en berne sur le bâtiment de l'hôtel de ville de Dinard. Juste un petit retour également sur la marche rose de dimanche dernier qui a trouvé un franc succès avec un record de fréquentation de plus de 350 participants et aussi des dons récoltés de plus de 1 700 € donc, pour la Ligue contre le cancer. Voilà. Pour démarrer aussi, avant le premier point, comme je l'avais évoqué au dernier conseil, on va vous présenter l'organigramme des élus suite au remaniement des délégations. Oui, on pourra vous le transférer. Il sera en ligne sur le site internet de la ville. Ok. Madame Grassi. Est-ce qu'il serait possible de nous l'envoyer directement pour qu'on puisse éventuellement poser des questions, parce que c'est pas très lisible. Il aurait pu être envoyé avec le PowerPoint de présentation du conseil municipal. Merci à vous. On vous le fera suivre après le conseil. Merci. Point 2, donc point 1, pardon. L'adoption du procès-verbal du 17 septembre 2024. Y a-t-il des commentaires, des questions? Madame Guillaume. Bonsoir, merci Monsieur le maire, bonsoir à toutes et à tous. Juste 2 observations, rectifications. En page 5, il est indiqué que vous avez mentionné que vous gardiez les associations dans le cadre des répartitions de délégations. Vous n'aviez pas mentionné les associations, mais bien certaines délégations. Donc c'est plus une rectification. Et là, un ajout, page 44, lorsque nous avons échangé autour du conseil municipal des jeunes, en fin de mon intervention, j'ai indiqué que vous deviez avoir des coordonnées puisque vous avez invité certains jeunes à déjeuner. C'est juste pour précision et conformité. Ok, merci. Je vous rappelle à toutes et à tous qu'on envoie pour correction le procès-verbal avant le conseil. Donc merci de faire part de vos remarques en amont. On en prend note, merci. Point 2. Donc le règlement intérieur du conseil municipal. Donc par délibération numéro 2020-146 en date du 9 novembre 2020,
Le règlement intérieur du conseil municipal a été approuvé par les membres de l'Assemblée délibérante par délibération numéro 2022-039 en date du 28 mars 2022 et la délibération 2022-159 en date du 17 octobre 2022. Le conseil municipal a approuvé la modification des articles 30 et 31, puis les articles 28 et 29 par délibération numéro 2022-211 en date du 12 décembre 2022. Donc, quelques compléments sont nécessaires, notamment dans le changement de local qui était prévu initialement à la Bédoyère, en raison d'un accès peu pratique, comme vous le savez, demandé par les conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale, dans la répartition de l'espace réservé à l'expression des conseillers municipaux dans le bulletin municipal d'information et d'autres ajouts de forme. De plus, M. Deslandes, au long de la liste d'INAR naturellement, a sollicité la modification du règlement intérieur du conseil municipal, notamment sur l'adjonction d'un article précisant la possibilité de modulation du montant des indemnités des élus en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions de commission dont ils sont membres. Donc, pour rappel, la demande de M. Deslandes, initialement formulée en juin dernier, avait été reformulée à la séance de septembre. Les échanges avaient donné lieu à un report, comme vous vous souvenez, de la délibération d'actualisation numéro 4 du règlement intérieur. Les services préfectoraux ont été interrogés depuis le dernier conseil municipal sur la primauté de l'article 34 sur l'article 23 du présent règlement. À ce jour, nous n'avons toujours pas eu de réponse de la préfecture, donc j'ai décidé de soumettre au débat la proposition de M. Deslandes. Je vous en remercie, monsieur le maire. Il n'y a pas de quoi, M. Deslandes. Y a-t-il des... Avant que je propose les articles, y a-t-il des commentaires, Madame Grassi? Oui, juste un commentaire. Je trouve que cet article vient bien à propos pour un soir où la majorité n'est présente en salle que sur 14 du nombre de ses membres et qui n'atteindrait donc pas le quorum si la minorité n'était pas présente en nombre. Il n'y a pas de velléité d'agressivité là-dedans, il y a juste un constat des faits. Je vous remercie. Je souhaiterais que ce soit mentionné clairement au procès-verbal. Merci. Monsieur Levet. Oui, bonsoir à tous. Nous l'avions déjà évoqué lors du précédent conseil. S'il y a d'autres modifications à ce règlement que nous approuvons. Par contre, vous avez maintenu la disparition de la possibilité d'utiliser le local pour tenir une permanence. Nous n'en comprenons pas la raison. Enfin, je pense qu'il est absolument nécessaire que nous puissions, dans des locaux abrités, pouvoir rencontrer des dinardés. Et une permanence, c'est pas un meeting politique. Enfin, ça me paraît relever de l'usage absolument élémentaire de l'exercice du mandat de conseiller municipal. Donc, sur ce point, je ne sais pas comment vous comptez faire adopter, si c'est article par article, mais sur ce point, on ne peut pas y souscrire et on n'en comprend pas la raison non plus, en fait. Oui, je compte faire effectivement adopter article par article. Et sur ce point, pour le coup, on a interrogé déjà en amont les services de la préfecture. Et en tout cas, le règlement intérieur est conforme au CGCT. Et un local de travail ne peut pas être une permanence. Enfin, c'est contraire à la loi, en fait, parce que ça pourrait être considéré particulièrement lors du démarrage de la campagne municipale comme ça pourrait faire preuve d'irrégularité dans les comptes de campagne à suivre. Donc, c'est pas un choix délibéré, nous sommes juste en accord avec le CGCT. Madame Grassi. Je voudrais juste être sûr d'avoir bien compris. Ça veut dire qu'un dinardais qui souhaite nous rencontrer, on n'a pas le droit de l'inviter à venir nous rencontrer dans le local? Exactement. Vous êtes sûr de ça? Ça c'est toujours écoutez, fait. Je vous invite à interroger les services de l'égalité de la préfecture et puis nous faire d'autres propositions. Alors, il y a d'autres commentaires, autrement je vais vous propose donc de voter article par article. Mme Guillot. Juste une question, vous évoquez le débat au regard de la question de M. Deslandes, on en traitera au moment du vote de l'article. C'est comme ça qu'on procède, sur une question de forme. Que je comprenne bien à quel moment on peut changer ou pas. Article par article, si vous voulez. Donc, alors, article 1er, sur approuver l'ajout de la mention et ou au cabinet du maire dans l'article 5, question. Y a-t-il des commentaires ou des questions? S'il n'y a pas de commentaires ou de questions, sur l'article 1, qui s'abstient, qui est contre, unanimité, je vous remercie. Article 2, compléter l'information relative au fonctionnement de la commission
communal pour l'accessibilité aux personnes handicapées à l'article 6, commission municipale. Y a-t-il des commentaires ou des questions sur cet article 2 ? Qui s'abstient, qui est contre? Unanimité, je vous remercie. Article 3, approuver la modification du paragraphe 7 de l'article 7, fonctionnement des commissions municipales, à savoir indiquer la convocation à la place de L. Sur la forme, y a-t-il des commentaires, Madame Guillaume? Non, juste là, vous faites par article de la délibération, pas du règlement. Oui. Parce que moi, j'ai des observations qui ne concernent pas les articles de la délibération, qui sont des observations supra par rapport au règlement intérieur. À quel moment est-ce qu'on en fait part maintenant? Oui, c'était une interrogation que j'avais par rapport au règlement intérieur, mais qui ne concerne pas directement un des points de la délibération, mais qui concerne le règlement intérieur. Donc, faites-moi part de vos questions, si je peux répondre. J'avais une question par rapport aux conditions dans lesquelles peut se faire une levée de séance, parce que les suspensions de séance sont évoquées dans le règlement intérieur. Le sont aussi les cas dans lesquels un conseiller, le maire peut demander à un conseiller de ne plus prendre la parole. En revanche, la levée de séance, qui est un acte majeur et définitif, n'est pas évoquée. Donc, je voulais savoir de quelle façon il était régi. Je pense que dans le règlement intérieur, pour en avoir repris connaissance aussi cet après-midi, c'est le maire qui préside, donc c'est le maire qui ouvre et qui lève la séance. Bien sûr, c'est évident, mais la levée de séance avant ordre du jour épuré n'est pas évoquée. Donc c'est une vraie simple question de forme, puisque ça n'est pas mentionné alors que les autres cas le sont. Je me demandais, est-ce que, par exemple, dans le Code des collectivités, c'est mentionné et c'est régi? Je m'étonne qu'il n'y ait pas de règles qui fixent le cadre dans lequel il est à propos que le maire lève la séance ou non. Okay, on va tâcher de pouvoir répondre à votre question dans un prochain conseil municipal. Il y avait d'autres questions? Non? Alors, j'en étais à l'article 3 de mémoire, donc je vais le répéter. Approuver la modification du paragraphe 7 de l'article 7, fonctionnement de commission municipale, à savoir indiquer la convocation à la place de L. Qui s'abstient, qui est contre? Je vous remercie, unanimité. Article 4. Approuver l'ajout de la mention et ou au cabinet dans l'article 23 amendement. Y a-t-il des commentaires ou des questions sur cet article 4? Madame Porte. Juste pour signaler qu'on a remarqué quand même la pirouette, puisque au cabinet du maire, il y a une personne qui est le directeur de cabinet, à moins que vous embauchiez une secrétaire ou un administratif. Au cabinet du maire, il y a aussi Patricia Lanza au cabinet du maire. Ouais. Ok, ça marche. S'il vous plaît. Monsieur Pour Deslandes. Et où, c'est-à-dire que c'est et ou c'est où, c'est-à-dire quand on fait une demande, il faut la faire aux deux. Non, c'est où. D'accord. On choisit. Donc c'est où. D'accord. Ok. Soit on doit faire les deux, soit on doit faire un des deux, mais ça ne peut pas être et où. Quand il n'y en a que deux, c'est compliqué. Si il y a les deux, on n'en voudra pas. Madame Guillaume. Pour rebondir sur ce qui est dit, là, la question c'est est-ce qu'il est impératif de faire pour les deux ou est-ce qu'on considère que les deux sont à équivalence et que c'est où? C'est l'un ou l'autre, c'est soit les deux, soit où. Voilà. Enfin, moi, je vous invite de faire parce que pour parfois pallier au congé de ma directrice générale des services, j'ai pu voir des mails passer où mon directeur de cabinet n'était pas mis en copie et qui sont restés pour quelques jours lettres mortes en réponse. Voilà. Donc l'article 4, je crois que j'ai déjà fait voter. Qui s'abstient, qui est contre? Unanimité, merci. Article 5, approuver la modification de l'article 30, mise à disposition de locaux aux conseils municipaux, à savoir l'adresse du local et les modalités de mise à disposition. Est-ce qu'il y a-t-il des commentaires? Exclusivement sur l'aspect qu'on a déjà évoqué. Bien. J'ai déjà répondu à votre question. Pas d'autres commentaires. Donc sur cet article 5, qui s'abstient, qui est contre? Donc 2 voix. Merci. Article 6, approuver la modification de l'article 31, bulletin municipal d'information, à savoir la répartition de l'espace réservé à l'expression des conseillers municipaux. Y a-t-il des questions ou des commentaires?
Pas de questions, pas de commentaires. Qui s'abstient, qui est contre? Donc, abstention, donc 2 abstentions pour l'article 6. Si je puis me permettre, c'est un peu rapide pour s'en suivre. On est à l'article 6, monsieur le maire, s'il vous plaît. Alors, une observation, je préférais bien mieux la première mouture qui m'accordait 400 caractères, espace compris, et qu'il ne m'en reste plus que 167. Il va falloir que je vise concis. Je tâcherai d'être efficace. Je préférais la première mouture. Il n'y avait pas de première mouture, c'était une erreur d'écriture dans le dernier conseil municipal. Je préférais la première mouture. Tout à fait. Oui. On n'est pas cité ici. Là. Non. Si, les conseillers indépendants sont cités. Moi, j'arrive pas à voir. Dans l'article 31, je ne vois pas où on est cité, Madame Guillou et moi-même. Pardon? Dans les annexes, c'est ouvert, monsieur Lozance. Pardon? Dans les annexes, c'est écrit. Oui, je l'ai, l'annexe, oui. Annexe 31. Je vois pas. Si, je lis comme vous, 167 caractères, espace compris pour monsieur Yannick Lozance. Je n'ai pas la même version, alors. Page, Bon, okay. Page 14 du PDF. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Est-ce que t'as? Donc sur l'article 6, y a-t-il des abstentions? 2 abstentions, et y a-t-il des votes contre? Donc 2 abstentions. Merci. Votre micro, monsieur Lozance, s'il vous plaît. Le micro. Et donc l'article 7, approuver l'ajout de l'article 34, modulation du versement de l'indemnité à un conseil municipal, modifiant ainsi la numérotation des articles et de fait l'article modification du règlement intérieur devenant l'article 35. Y a-t-il des commentaires, des questions sur cet article 7? Qui s'abstient? Qui vote contre? C'est là que pouvait se tenir le débat. J'ai demandé avant. Oui, j'ai bien entendu, mais je vous ai signifié juste avant que ça allait un peu vite, parce que quand on fait la référence au règlement, etc., et à l'article de la... Voilà, je vous ai signifié que c'était un peu rapide, me semble-t-il. Est-ce que vous autorisez la réouverture du débat? Allez-y. Est-ce qu'il est possible de solliciter M. Deslandes pour exprimer l'objet de la demande, pour que nous puissions en redébattre? Enfin, mais ça passe par monsieur le maire, donc du coup, je ne sais pas comment on fait. Est-ce qu'il est possible de repréciser la nature et l'objet de la demande? Monsieur Deslandes. Il faut que je reprenne ma demande. Ça va demander 2-3 minutes dans mon ordinateur. L'objet de la demande, si on veut simplifier, c'est d'éviter d'avoir en particulier les séances plénières, et puis les commissions dans lesquelles il y a un nombre d'absents important. C'est juste... Enfin, c'est la seule raison, et c'est appliqué dans de nombreuses communes. C'est pas tout à fait appliqué dans de nombreuses communes, monsieur Deslandes. Ça dépend de la taille de la commune, d'une part, et du montant des indemnités de ces communes-là. C'est souvent dans les grosses strates où il y a ce genre de pénalités en lien avec les absences. Et c'est des pénalités qui ne sont jamais en lien, en tout cas, avec des absences pour maladie, comme ce soir du reste. Je tiens à préciser pour certains de mes élus. Vu le reproche des élus. Madame Guillaume. De ce fait, là, j'ai une observation. J'avais évoqué qu'on ne serait peut-être pas d'accord sur la question, mais de quelle façon l'incidence est justement liée, par exemple, j'imagine, une commission, comme ça m'est arrivé siégeante, une commission qui est mise sur un jour travaillé. Voilà, je pense qu'il faut être précautionneux sur cette règle qui est d'intérêt pour éviter une non-implication d'élus qui serait inquiétante. Au demeurant, il faut en ce cas-là se donner les moyens de la présence, et ça n'a pas toujours été le cas. Je sais que j'ai une commission qui était systématiquement le mardi matin, alors que depuis le début du mandat, j'étais un jour travaillé le mardi. Forcément, j'y étais absente. Donc, à condition que les conditions soient données pour pouvoir obtenir la présence, voilà, j'entends la demande. Alors,
ce n'est pas une décision automatique dans le texte original, c'est le maire pourra demander la diminution des indemnités. En tout cas, dans une logique de participation de transparence, je vous rappelle quand même que depuis le début du mandat, nous avons déjà réalisé 3 fois plus de commissions que sur les 3 années précédentes. Donc, à un moment, nous ne restons que des êtres humains et on ne peut pas, particulièrement quand on a fait le choix d'avoir des actifs au sein du conseil municipal, on peut effectivement pas partout en même temps. Donc, dès lors qu'il y a des représentants de chaque groupe, je pense que c'est l'essentiel. Et je pense que chaque groupe peut balayer devant sa porte. Je vous rappelle qu'en début de mandat, votre ancien chef de file avait été absent à 80% des commissions urbanisme. On va pas entrer sur le terrain du combat de coq sur les présences et les absences des poules dans la basse-cour. Moi, je suis pas d'accord pour rentrer sur ce terrain-là, parce qu'à ce jeu-là, on peut citer des noms de conseillers municipaux dont on n'a jamais vu le visage. Donc il y a un moment où moi, j'ai pas du tout envie d'entrer sur ce sujet-là. Christian Poutriquet, puisqu'il faut le nommer, puisque vous y allez, j'y vais. Comme ça les choses seront claires, a été absent à un certain nombre de réunions, probablement, submergé par son activité, il a fini par démissionner. Point final. C'est honoreux, tout à son honneur d'avoir démissionné. Les élus qui ne siègent pas devraient en prendre exemple. Voilà mon point de vue. Maintenant, ils font ce qu'ils veulent. Ils ont très certainement de très bonnes raisons. Il est écrit dans votre texte que le maire décidera si les raisons d'absence sont justifiées ou pas. Je trouve que le rempart est suffisant pour que vous puissiez exercer votre pouvoir de conviction auprès de vos élus pour qu'ils soient présents et que nous ne soyons pas amenés à faire le quorum. Voilà ce que je crains. Et c'est incroyable, c'est ironique, c'est juste ce soir que ça arrive, que nous sommes là pour faire le quorum. Et heureusement qu'on est là. Okay. Monsieur Lobet ? Oui, c'est plus un aspect de forme. Il n'y a pas une erreur de rédaction parce que dans le débat, on évoque conseil municipal et commission. Or, sur la lettre du texte, c'est mis que conseil municipal. C'est pour ça que je ne comprends pas la nature du débat. La rédaction actuelle ne parle que du conseil. Alors, est-ce qu'il y a une phrase où il y a un morceau qui manque, où c'était mis conseils municipaux et commission, ou alors est-ce qu'on a un débat qui... C'est juste... Là, je ne comprends pas le débat qu'on vient d'avoir, en fait. C'est la proposition de M. Diamant, je répète, c'était bien et les conseils municipaux et les commissions. Donc c'est ce qui sera marqué dans le PV du conseil municipal. Donc il n'y a pas de problème. Donc on a eu les débats après la délibération. Donc je vous propose de passer maintenant au point 3, donc le conseil municipal des jeunes, actualisation du règlement. Catherine Cabot. Merci Monsieur le maire, bonjour à tous. Exprimer des opinions utiles pour la collectivité, développer sa capacité à exprimer des idées, transformer des idées en projets concrets. Le Conseil municipal des jeunes est une instance qui permet aux jeunes générations de comprendre le fonctionnement de la vie démocratique locale et de s'y impliquer. Par délibération du 28 septembre 2020, la ville de Dinard a créé un Conseil municipal des jeunes. Le mandat prévu initialement pour 2 ans a été prolongé jusqu'en juillet 2024 pour permettre à ses membres de mener à bien leurs projets, freinés entre autres par la période Covid et des mouvements sociaux. Ce premier mandat étant désormais terminé, la fin de l'année 2024 sera consacrée à la constitution d'une nouvelle équipe de jeunes dinardais prêts à s'investir pour s'initier au fonctionnement de la démocratie locale et construire des projets d'intérêt général. Avant cela, il est proposé de mettre à jour à la marge le règlement du Conseil municipal des jeunes au regard du retour d'expérience de ce premier mandat. Une fois le règlement mis à jour, un appel à candidature sera lancé auprès des jeunes dinardais qui auront un peu moins d'1 mois pour déposer leur candidature. Les mois de novembre et décembre permettront à la ville d'étudier ces candidatures et le nouveau conseil municipal sera installé courant janvier 2025. Alors, selon le règlement actualisé que vous avez en annexe, je peux résumer donc ce qui change. La tranche d'âge sollicitée concerne les élèves de CM1, CM2, les collégiens, soit de 9 à 15 ans, afin de garantir une homogénéité dans les préoccupations des jeunes gens. Pour le précédent, ils avaient de 10 à 18 ans, en précisant bien que de jeunes lycéens pourront être acceptés à titre exceptionnel en fonction de leur projet. Il n'y a pas de nombre fixé par tranche d'âge. Dans le CMJ précédent, tous les jeunes qui se sont présentés ont été finalement acceptés. Les jeunes seront libres de choisir les thématiques des commissions qu'ils vont créer.
Au précédent, les thèmes étaient imposés. Les jours et les horaires des séances de travail seront laissés à leur appréciation. On note aussi la présence de 2 élus référents et d'un animateur parmi les agents de la ville. Et ce qui ne change pas, le nombre de 16, la parité femmes-hommes, le non-cumul dans le temps, le nombre de séances par an, le fonctionnement des séances et des commissions, le fait que les séances plénières sont publiques, les engagements réciproques des jeunes et de la mairie et le budget proposé en fonctionnement au BP 2025 de 10 000 €. Y a-t-il des questions? Madame Guillot. Je ne vais pas rappeler l'intérêt que j'ai pour cette instance. Je regrette que pour le coup, et je crois que j'aurais été en mesure sincère de le faire, mais pas sollicité, parce qu'il me semble que celle qui a le meilleur recul sur le fonctionnement du CMJ pendant la première mandature, c'est quand même moi, je m'autorise à le penser, et de façon légitime. Je crois qu'il y a des modifications. Bien sûr, il y en a à faire, une première instance qui s'installe, on l'éprouve, on la réajuste. Il n'est pas forcément pertinent de viser la parité, parce que c'est un âge, surtout si vous visez les collégiens, ce qui me semble être un tort, c'est un âge où les garçons ont plus de difficultés d'engagement que les filles. Au demeurant, je peux attester que même quand on n'a pas la parité, ça fonctionne. Donc on n'est pas forcément encore prêt et disponible pour la parité à cet âge-là. On peut y tendre, on peut la souhaiter, on peut l'évoquer avec eux, mais elle ne devrait pas être une condition sine qua non. Et puis je me suis fait d'autres réflexions aussi sur le nombre. Le nombre n'a pas forcément d'intérêt. Prenez les candidatures, sachez les accueillir, elles sont les bienvenues. Si on avait 25, de toute façon, là aussi d'expérience, et si vous m'aviez demandé, je vous l'aurais dit, quand on part à 20, on se retrouve à 13. C'est la réalité. Vous êtes bien placé pour le savoir, ça a été rappelé tout à l'heure. Donc là, je vous conseille, j'aurais tendance à vous conseiller, si vous le souhaitez, de partir à plus que 16, parce que sinon vous risquez de vous retrouver à 9, parce que c'est un âge aussi où on a des activités, on évolue dans les études, dans les partis pris, c'est un âge où les hormones travaillent, et c'est évident, et du coup les préoccupations de la collectivité peuvent devenir moindres au fil du temps. Voilà, je vous déconseille ce nombre, ou du moins de mettre une limite de nombre. Et je renouvelle que je regrette de ne pas avoir été les solliciter, parce que j'aurais répondu sans animosité et avec conviction. Merci, on saura faire preuve de souplesse et d'ouverture. Du coup, je me demande qui a fait le retour d'expérience. C'est une vraie interrogation pour moi. Très bien. Il y a d'autres remarques? Madame Grassi. Oui, moi je voudrais comprendre comment ça se passe si jamais on ne réunit pas les nombres de jeunes en raison de cette règle de parité. Comment on fait si on n'a pas les candidatures suffisantes? On aura sûrement des candidatures. Après, si on en a 20, on prendra 20 comme le dernier conseil municipal. Si on en a moins, on avisera, on relancera. C'est ça que vous dites? Ma question n'est pas s'il y en a trop, ma question est s'il en manque, notamment eu égard à la parité. On saura modifier le règlement, c'est tout. On n'appliquera pas la parité si on ne peut pas l'appliquer. On reviendra devant le Conseil. Madame Guillot. Je propose de faire une modification maintenant, c'est-à-dire de tendre à la parité, mais que ce ne soit pas exclusif. Très bien. Donc on modifie la délibération, donc tendre vers la parité. Très bien. Madame Guillot. Une dernière question. Les candidatures seront évaluées par la municipalité. Est-ce que vous pouvez nous indiquer les critères de recrutement des jeunes ou de sélection? C'est les mêmes qu'auparavant, c'est les mêmes que ceux qui étaient choisis auparavant. Qui sont? L'intérêt, une lettre de motivation, une conversation, voilà, une discussion avec les enfants. Enfin. Donc il n'y a pas eu de critères de sélection sur la précédente mandature, on a pris toutes les candidatures. Donc ça ne peut pas être les mêmes que les précédents. En tout cas, elles étaient affichées, les critères étaient affichés. Vous demandiez une lettre de candidature, une lettre de motivation. Ce n'est pas un critère, c'est un dossier. Très bien. On va cesser le débat. On va pouvoir délibérer. Madame Cabot, s'il vous plaît. Alors, le maire propose au conseil municipal de prendre les décisions suivantes. Article 1, approuver la mise à jour du règlement du conseil des jeunes tel qu'annexé à la précédente délibération. Article 2, autoriser le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document relatif à l'organisation du CMJ. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Point 4, donc adoption du schéma de mutualisation de la communauté de communes de la Côte d'Émeraude. Donc je rappelle que l'élaboration du schéma de mutualisation
a été le fruit d'une démarche de concertation pilotée par la communauté de communes Côte d'Émeraude depuis l'automne 2022. De nombreux groupes de travail ont été organisés afin de réfléchir sur des thèmes variés et des besoins de mutualisation ont fait jour pour permettre une amélioration du fonctionnement de nos collectivités. Il est proposé à présent de prendre acte du schéma de mutualisation joint en annexe de la présente délibération. Est-ce qu'il y a des commentaires, Monsieur Lobet? Oui, nous allons en prendre acte, mais comme nous l'avons déjà déploré lors d'examens précédents du budget, on aurait pu bénéficier depuis plus longtemps, enfin de cette mutualisation. En fait, c'est une immense déception pour nous qu'on ne bénéficie pas des économies que permet justement la mutualisation à l'échelle communautaire. Maintenant, ça va dans le bon sens, donc, effectivement. Mais c'est un peu tard. Très bien, merci. Donc, article 1er, prendre acte du schéma de mutualisation de la communauté de communes Côte d'Émeraude s'y annexer, m'autoriser ou l'adjoint délégué à le signer, ainsi que toute pièce administrative relative à cette délibération. Donc, c'est une prise d'acte. Après, on va passer au point 5, donc la souscription d'un emprunt de 2 millions d'euros auprès du Crédit Mutuel Arkéa. Madame Mervin. Alors, je vais vous présenter les deux prochaines délibérations en même temps, puisque les deux concernent les nouveaux emprunts. Donc, on avait prévu dans le budget 2024 13 millions d'emprunts. On a déjà fait 7 millions en avril dernier. Et donc là, on propose de lancer les 6 millions restants. Donc, on a consulté 9 établissements bancaires. On a eu 4 propositions, avec différentes propositions, puisqu'il y avait taux fixe, taux variable. Et donc, ce qu'on a retenu, donc après échange en commission, on a souhaité faire une petite partie en variable et une plus grosse partie en fixe. Donc, on est parti sur le Crédit Mutuel pour 2 millions. Là, on est à taux variable, donc livret A plus 0,40. À savoir que le livret A est annoncé à 2,75 en 2025, sur 25 ans. Et le deuxième, caisse d'épargne, on est à 4 millions, c'est un taux fixe, on est à 3,29, et sur 25 ans également. Ces emprunts, c'est bien sûr pour les investissements, pour poursuivre notre PPI, et là, ça va être principalement axé sur la construction du complexe sportif au Port-Blanc et sur les serres municipales. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Deslandes. Oui, alors, concernant cette délibération, j'ai lu dans la presse, monsieur le maire avait écrit à mon sujet, s'abstenir, c'est cautionner l'inaction. Donc on ne va pas cautionner l'inaction, donc on va voter pour ce choix. En réalité, on vote pour le choix des différents prêts. On ne vote pas pour ou contre. Donc on va voter pour. Par contre, dans votre présentation, je trouve qu'il manque la courbe la plus importante. C'est la courbe de l'endettement de la commune. Donc qui va mettre en évidence qu'on va pratiquement doubler l'endettement, puisqu'on va passer de 14 et quelque chose à 27 millions. Donc 27 millions, il y a déjà eu des niveaux d'endettement supérieurs dans la commune, c'est pas ça qui est grave. Ce qui est grave, c'est qu'on va avoir du mal, plus on va être endetté, plus on va avoir de mal à emprunter pour les investissements à venir, comme le centre social, la piscine, puisqu'on reparle de piscine, et en plus, on va avoir une diminution des dotations de l'État. Donc, je pense que pour votre prochain mandat, monsieur le maire ou un autre maire, la situation va être très dure. Parce qu'on aura des difficultés à emprunter pour les autres investissements, entre autres, et aussi les impondérables. On n'arrête pas de parler depuis 20 ans que la digue de l'Écluse va finir par s'écrouler. Ça pourrait arriver. Mais bon, ce qui est important, c'est que pour moi, on prend un risque important sur l'avenir et sur la difficulté d'emprunter à l'avenir. Voilà. Oui, j'ai oublié de présenter 2 slides. Là, on vous présentait le capital remboursé. Je vais répondre en plus aux questions, mais donc là, c'est l'évolution du capital remboursé, bien sûr, sans nouveaux emprunts. Donc, on va augmenter, mais quand même moins que lors du BP. On va augmenter de 240 000 par an.
Et la slide suivante, là, c'est les intérêts. Donc, on a eu des taux plus favorables que ce qu'on avait prévu dans le BP. Donc, on avait prévu plus de 200 000 d'intérêts, et là, on arriverait à 188 000 en 2025, et forcément, après, d'année en année, ça diminue. Pour le capital restant dû, donc on ne sera pas tout à fait à 27 millions, mais plutôt à 26, puisqu'on a remboursé pendant l'année 1,6 million. Donc, voilà, plus les moins, on arrive du coup à... Alors, on sait que ça, 2026, 27, 28 peut être un peu plus tendu, mais en 2027, il y a déjà plusieurs emprunts qui se terminent, et 2028, il y a beaucoup d'emprunts qui se terminent, et des gros emprunts. Donc, clairement, après, ça va donner un vrai souffle d'air. Oui, mais j'espère qu'on n'attendra pas 2027 ou 2028 pour faire un centre social. Moi, c'est... voilà. Non, mais on va avoir des rentrées comme Newquay, Eiffage. On va avoir des rentrées quand même en 2025 et en 2026 de 4 900 000 et 4 100 000. Ça va aussi nous donner quand même un petit souffle d'air. Oui, mais qui sont déjà intégrés dans ce que vous aviez présenté avec le budget. Sûr, avec oui, mais... C'était pas le budget, c'était avant, c'est avec le débat d'orientation budgétaire. Donc, juste, et une dernière question, pour essayer d'être plus précis, est-ce qu'il y a eu déjà une estimation de la baisse des dotations de l'État? Parce que j'ai vu que un certain nombre de communes avaient tenté, je sais que tous les éléments ne sont pas disponibles, mais par exemple, Saint-Malo a fait son estimation, je pense que ça a été fait à Dinard aussi. Pour le moment, justement, on est sur la prépa budgétaire là, de 2025 et on valide tout fin du mois et début novembre. Donc oui, on a commencé à mettre une petite baisse de la dotation, mais je pense qu'on va en savoir un peu plus justement dans les jours à venir avec la loi de finances, avec tout ça. Donc oui, on se doute qu'on aura sans doute moins. On avait déjà eu moins déjà cette année. Donc on se doute que malheureusement, donc on suit ça de près. Juste avant de délibérer, pardon, juste effectivement par rapport aux premières déclarations du Premier ministre, aujourd'hui il n'y a pas de... C'est plutôt les villes au-dessus de 50 000 habitants qui sont impactées dans les baisses de dotation de l'État. Donc on restera néanmoins prudent sur ce qui va être voté, parce qu'il encore faut-il que ça soit voté. Voilà, en tout cas moi ce matin j'ai pu signer une charte d'engagement partenarial avec la direction régionale des finances publiques avec monsieur et son directeur monsieur Biet Charreton, que certains d'entre vous doivent bien connaître. Et j'ai été heureux d'entendre de sa bouche ses félicitations, en tout cas pour la gestion rigoureuse de la ville de Dinard, et sur le volet fonctionnement et sur le volet anticipation, enfants d'enroulement, entre autres, et l'anticipation sur les projets à venir. Comme j'ai déjà évoqué dans un conseil municipal, notre PPI s'arrête pas en 2026, le PPI va jusqu'en 2032. Il est quasiment déjà... Alors forcément, comme on l'a annoncé aussi lors d'un précédent conseil municipal il y a déjà de nombreux mois, c'est des PPI qui sera juste de mois en mois ou d'année en année. Il n'y a pas de PPI parfait, mais on sait très bien où on va et on saura très bien financer le centre social. On a vu le département encore récemment, on veut un projet très ambitieux pour le centre social de Dinard, un futur, et voilà, on est encore en discussion avec eux, ça avance. On a un accord politique de principe encore après parler sur le volet financement. Et comme vous le savez, on a relancé un groupe de travail piscine, donc si on l'a relancé en interne, c'est qu'on est capable de financer une nouvelle piscine également. Tout ça est acté dans notre PPI, malgré ce niveau d'endettement. Et je vous rappelle qu'on est largement dans la moyenne de nos strates sur le volet endettement. Tant qu'on a une capacité d'autofinancement brut, rien ne nous empêche d'emprunter. Voilà. Madame Mervin. Alors, le maire propose au conseil municipal de prendre les décisions suivantes. Contracter auprès du Crédit Mutuel Arkea un emprunt d'un montant de 2 millions d'euros. Approuver les termes du contrat de prêt présentant les caractéristiques suivantes. Montant 2 millions, durée 25 ans, donc soit 300 mois. Le taux livret A plus marge fixe de 0,40. Base de calcul des intérêts 30 sur 360. Amortissement linéaire. Périodicité trimestrielle. Commission d'instruction 0,10%, soit 2 000 euros. Et le score Gisler est de 1A. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Donc, unanimité sur le premier emprunt de 2 millions d'euros. Donc, point 6, emprunt de 4 millions d'euros auprès de la Caisse d'épargne. Madame Mervin.
passe directement au vote. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres questions. Si, Madame Grassi. Une remarque. Il eût été intéressant d'emprunter plus tôt et de ne pas autofinancer certains investissements. Quand même, rappelons-le. On emprunte cher, là, quand même. Le plus tôt, vous le mettez quand? C'est pour ça qu'il y avait 1,8 million d'empruntés à ce moment-là, mais les taux étaient plus bas. Là, ceci dit, on a eu des meilleurs taux, par contre, que début d'année. Non, non, mais... Plus de questions? Le maire propose au conseil municipal de prendre les décisions suivantes. Contracter auprès de la caisse d'épargne un emprunt d'un montant de 4 millions d'euros. Approuver les termes du contrat de prêt présentant les caractéristiques suivantes, donc 4 millions d'euros, durée 25 ans, taux 3,29%, base de calcul des intérêts 30 sur 360, amortissement linéaire, périodicité trimestrielle, commission d'instruction 0,05%, donc soit 2 000 euros, et le score Gisler est de 1A. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Merci, Madame Mervin. Point 7, redevance d'occupation du domaine public. Madame Guillot. Juste si on peut, sur ces deux délibérations, une petite précision de clarté pour éventuellement les auditeurs et les auditrices qui suivraient le conseil municipal. L'unanimité est sur le choix du partenaire avec qui on contracte l'emprunt et pas sur ni la nature ni l'enjeu de l'emprunt. Faisons pas de raccourcis trop rapides. C'est ce qu'a précisé justement M. Deslandes tout à l'heure. Point 7, redevance d'occupation du domaine public et redevance d'occupation provisoire du domaine public. Madame Mervin. Donc, tous les ans, on passe cette délibération. En fait, l'occupation du domaine public par les ouvrages de distribution de gaz sont sur notre collectivité donne lieu au paiement d'une redevance par le concessionnaire GRDF. Donc, on a d'abord la redevance pour l'occupation du domaine public communal. C'est en fonction du nombre de longueurs de canalisation fois un coefficient. On arrive à 4 078 euros. Et on a la redevance pour l'occupation provisoire du domaine public communal. On arrive à 964 euros, ce qui nous fait 5 042 euros. L'année dernière, on avait 4 295. Est-ce que vous avez des questions? Alors, le maire propose au conseil municipal de prendre les décisions suivantes. Adopter les propositions qui lui sont faites par Gaz Réseau Distribution France, GRDF. Fixer le montant des redevances dues au titre de l'année 2024 par Gaz Réseau Distribution France pour l'occupation du domaine public et pour l'occupation provisoire du domaine public, à la somme de 5 042 euros afin d'émettre le titre correspondant. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Merci, Madame Mervin. Point 8, attribution du marché relatif à la fourniture et à la livraison d'éléments de mouillage pour le port de Dinard. Frédéric Seuillet. Merci, Monsieur le maire. Donc, nous avons procédé au lancement du marché en procédure adaptée le 7 août 2024 pour la fourniture et la livraison d'éléments de mouillage pour le port. Donc, il fallait remplacer les 600 chaînes, les corps morts, les manilles, les émerillons, les bouées de mouillage. Comme vous pouvez le constater, les fournitures seront livrées au plus tard. Donc, l'engagement, c'était de trouver un prestataire qui puisse nous livrer au plus tard le 4 décembre 2024 afin d'être posé début janvier. 5 prestataires ont répondu à la consultation dans les délais impartis. Carlier Chêne, Coopérative Maritime de Saint-Malo, Coopérative Maritime du Pays Bigoudin, ML Littoral et le Littoral. Au regard de l'analyse des offres, la commission de suivi des contrats du 2 octobre 2024 a proposé d'attribuer le marché de fourniture à l'entreprise Carlier Chêne pour un montant de 128 986,20 euros hors taxe, soit 154 783,44 euros TTC. Avez-vous des questions? Monsieur Lobet, Mme Guillot. Monsieur Lobet. Non, Monsieur Lobet a levé la main en premier. C'est pas une question, c'est juste observer que lors du débat en commission, on a vu que cette délibération, du point de vue de la date à laquelle elle a été posée, ça coïncidait mal avec une demande de mouillage écologique qui venait de l'Ifremer. Donc,
on va évidemment, on déplore finalement le mauvais calage au niveau du calendrier, mais on est tous tombés d'accord en commission sur le fait qu'il n'y avait pas le choix, de toute façon la sécurité prime. Mais c'est un petit peu dommage d'un point de vue gestion de la commune que cette gestion du port, qui était prévisible plusieurs années à l'avance, soit pas anticipée. Enfin, je pense qu'on va tous aller vers les mouillages écologiques et voilà. Là, on fait les choses l'épée dans les reins, mais c'est regrettable. Voilà, c'est juste dire ça. Donc, en conséquence de ça, pour ne pas s'opposer, on va s'abstenir. En fait, on va juste s'abstenir pour marquer non pas notre opposition au fait qu'on juge nécessaire de le faire, mais on regrette que ça se passe dans ces conditions-là. Merci, Monsieur Laulé, d'avoir rappelé le caractère de sécurité qui était nécessaire. Il faut bien savoir que ces chaînes doivent être changées obligatoirement tous les 4 ans, au risque de voir des bateaux qui s'échoueraient et qui partiraient dans d'autres bateaux. Nonobstant le fait que nous changions ces chaînes, il y a déjà l'engagement qui est pris par la communauté de mettre en place des mouillages écologiques. Il y en aura déjà 15 qui vont être installés devant le Yacht Club. Et nous avons pris l'engagement également d'en rajouter une 40aine en 2027. Madame Guillaume. Oui, présente à cette commission, je vais expliquer, je me suis abstenue lors de la commission pour un premier point qui m'a interpellée et alertée, puisque j'ai appris qu'aucun des 2 élus en charge du port n'était informé d'un marché qui représente 150 000 €. Donc moi, ça me fait une alerte quand j'entends ça, et du coup, je suis vigilante sur les arguments qui sont avancés. Le deuxième point, c'est que, bien sûr, il y a des modalités de compensation qui sont aujourd'hui inventées pour que le dragage puisse se faire. Je regrette que les mouillages écologiques n'aient pas été intentionnés. La discussion, j'y étais bien placée, était engagée depuis 4 ans. Je pense qu'en 4 ans, on avait les moyens de réfléchir à une intention sur l'emplacement de mouillages écologiques avec, comme je l'ai dit à la commission, toute la conscience de la difficulté au regard des emplacements, etc. Mais je regrette que cette discussion ne soit que partiellement 15 en 2025. Waouh, sur 600 on progresse, c'est déjà pas si pire, mais c'est quand même pas terrible, et ne soit justifié que parce qu'on souhaite faire le dragage. Alors merci que le dragage ait été validé, sinon on en avait 0. Voilà, pour ces deux raisons, je me suis abstenue lors de la commission et je le ferai à nouveau ce soir. Alors, Madame Guillaume, vous avez tout à fait raison de rappeler les éléments que vous avez cités. Je voudrais juste, en complément, pour que la compréhension soit la bonne et la plus parfaite possible, expliquer que remplacer et mettre un mouillage écologique, c'est substituer, c'est enlever 2 autres traditionnels. Ça veut dire que sur 600 mouillages, si on était tout écologique, on n'aurait plus que 200 mouillages. Donc on a un équilibre financier à trouver sur le port. Il y a une réflexion qui doit être menée. Nous allons la mener dans les mois qui viennent. Il est nécessaire que nous puissions continuer à avoir cette vision qui est une vision nécessaire sur la préservation de l'environnement, mais également la préservation d'un équilibre financier pour le port. Merci. On peut pas délibérer, Monsieur Soyer, s'il vous plaît. Madame Grassi. Moi, j'aimerais bien, Monsieur Chauffour est présent, Monsieur Guibou n'est pas là, mais j'aimerais bien entendre le point de vue des élus du port sur ce qu'ils ont pu dire en commission et qu'on n'a pas entendu, nous, en tant que conseil municipal. Moi, je ne suis pas partie de la commission. Ce qui est certain que sur les mouillages écologiques, il y a un petit freinage pour l'instant, parce que Saint-Lunaire est un bon exemple. Ils ont perdu 6 ou, il faudrait que je pourrais me renseigner, 6 ou 8 bateaux l'été d'avant, qui étaient que des mouillages écologiques. Donc il y a quand même un problème de tenue de ces mouillages pour l'instant qui n'a pas l'air totalement résolu. C'est évident que certaines zones d'échouage, ce sera une solution d'avenir, mais pour l'instant, pour le large, il n'en est pas question. Et il y a quand même des réflexions à étudier à ce sujet. L'expérience de Saint-Lunaire a quand même été un désastre l'été d'avant. Merci. On peut délibérer, Monsieur Soyer. Donc le maire propose au conseil municipal de prendre les décisions suivantes. Article 1er, attribuer le marché des fournitures et de livraison des éléments de mouillage pour un montant de 128 986,20 € hors taxe. Article 2, autoriser le maire ou l'adjoint délégué à signer le marché de fournitures de chaînes, manilles, émerillons, bouées et corps-morts pour le port de Dinard, ainsi que tous les documents relatifs à ce dossier au nom de la commune. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Il y a 3 abstentions, merci. Point 9, attribution d'un marché relatif à la fourniture et livraison d'engrais divers, terreaux, semences de gazon, sable, pouzzolane, paillage, engrais à libération lente, gazon et protection des gazons. Catherine Cabot. Merci, Monsieur le maire. Donc, il s'agit du renouvellement d'un marché arrivé à échéance des 4 ans, fin septembre 2024,
pour répondre aux besoins des installations sportives, terrains de sport, espaces verts, terrain d'honneur du centre équestre, plan de dessert de la ville de Dinard, en engrais, semences, terreaux, sable, pouzzolane, paillage, engrais pour gazon, protection et produits divers pour les gazons. Pour ce faire, le 29 août 2024, une procédure adaptée ouverte a été lancée sous forme d'un accord cadre à bon de commande, sans minimum, mais avec un maximum annuel. Cet accord cadre est décomposé en 7 lots. Il est conclu pour une durée d'1 an renouvelable 2 fois, dans la limite d'un montant maximum annuel de 57 300 € hors taxes par an pour les 7 lots, soit 171 900 € hors taxes pour les 3 ans du marché. Les lots 1 à 5 sont dévolus aux espaces verts, les lots 6 à 7 au stade. Le lot 1, donc, c'est la société engrais, la société Veralia pour un montant maximum de 4 000 € hors taxes par an. Le lot 2, pour les terreaux, c'est la société Veralia pour 8 000 € hors taxes par an qui a été la mieux disante. Lot 3, semences de gazon, la société Gazon de France pour 5 780 € hors taxes par an. Le lot 4, sable, pouzzolane et galets, la société Veralia pour 11 560 € hors taxes par an. Le lot 5, paillage, la société Veralia pour 4 760 € hors taxes par an. Lot 6, engrais à libération lente pour gazon, la société Veralia pour 19 800 € hors taxes par an. Lot 7, protection et produits divers pour gazon, la société Veralia pour 400 € par an. Y a-t-il des questions? Monsieur Lobet. C'est juste pour, en complément de ma remarque sur la mutualisation à l'échelle communautaire, ce type de délibération, on devrait en fait être traité à l'échelle communautaire pour bénéficier d'un achat mutualisé. Enfin. D'autres questions? Sinon, le maire propose au conseil municipal de prendre les décisions suivantes. Article 1er, attribuer le marché de fourniture d'engrais de produits de protection des espaces verts aux prestataires suivants pour un montant total des 7 lots de l'accord cadre de 57 300 € hors taxes par an, 68 760 € TTC par an pour les 3 ans du marché. Un montant global maximum de 171 900 € hors taxes, soit 206 280 € TTC répartis comme suit. Lot 1, Veralia, pour un montant maximum de 12 000 € hors taxes pour les 3 ans. Lot 2, Veralia, pour 24 000 € hors taxes pour les 3 ans. Lot 3, Gazon de France, pour 17 340 € hors taxes. Lot 4, Veralia, pour 34 680 € hors taxes. Lot 5, Veralia, pour 14 280 € hors taxes. Lot 6, Veralia, pour 59 400 € hors taxes. Lot 7, Veralia, pour 10 200 € hors taxes pour les 3 ans. Article 2. Autoriser le maire ou l'adjoint délégué à signer tous les documents relatifs à ce dossier au nom de la commune. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Merci. Unanimité. Point 10, fourniture de vêtements de travail, chaussures EPI et vêtements de police municipale. Frédéric Soyer. Merci, monsieur le maire. Après le port, on va s'habiller un peu maintenant, puisque par délibération du 7 juin 2022, un marché a été attribué pour la fourniture de vêtements de travail, de chaussures EPI et de vêtements de police. Il y avait 3 lots et plus particulièrement sur le lot 1, acquisition de vêtements de travail, il y avait 4 avenants. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de revenir sur l'avenant présent qui vient augmenter le montant maximum annuel du marché afin de permettre aux responsables de service de répondre aux besoins d'équiper les agents et dans les limites du montant autorisé par le Code de la commande publique, soit 10%. Pour rappel, le montant maximum annuel initial était de 12 500 € hors taxes, l'avenant 5 de 1 250, ce qui porte un total à 13 750 € hors taxes. Le montant maximum annuel du marché est porté à 13 750 pour la dernière année du marché. Le présent avenant a une incidence financière de 1 250 € hors taxes. La commission de suivi des contrats du 2 octobre 2024 s'est prononcée favorablement et à l'unanimité sur cette attribution. Avez-vous des questions? Monsieur Toquin. Oui, bonsoir. Merci, monsieur le maire. C'est peut-être pas l'objet de la délibération, mais j'avais dit pendant cette commission, mon souhait, c'était d'équiper aussi les agents du marché d'une tenue avec une tenue bleue, Placier, ville de Dinard, pour les identifier. Comme ça se fait dans des villes comme La Baule, Pornichet, Croisic, tout ça. J'avais déjà demandé il y a 2 ou 3 ans, mais ce serait bien de le faire, quoi. Nous avons pris bonne note de cette remarque, qui est une excellente remarque, monsieur le Toquin.
Le maire propose donc au conseil municipal de prendre les décisions suivantes. Article 1, approuver l'avenant numéro 5 du lot 1, marché de fourniture de vêtements de travail pour un montant de 1 250 € hors taxe. Et 2, autoriser le maire ou l'adjoint délégué à signer tous les documents afférents à cet avenant. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Donc, merci, unanimité. Donc, le point 11, création de rampes d'accès PMR sur 2 sites, l'école Claude Debussy et le centre équestre. C'est une tranche optionnelle, l'avenant 2. Donc, avant de céder la parole à Christian Fontaine, je vous informe d'une petite coquille dans le texte de la délibération. Il ne s'agit pas de l'ajout d'un muret, mais de la modification visuelle de celui-ci seulement. Monsieur Fontaine. Oui, bonsoir à tous. Il s'agit de l'avenant numéro 2, donc d'un marché qui avait été passé pour une tranche ferme et une tranche optionnelle. L'avenant dont on va parler ce soir, c'est la tranche optionnelle. La tranche ferme concernait l'école de Bussy, pour lequel il y avait 2 lots, un lot gros œuvre et un lot ferronnerie. Donc, ces travaux ont fait déjà l'objet d'un avenant numéro 1 qui a été passé en 2023. Et donc, celui dont on parle ce soir, c'est l'avenant numéro 2, mais cette fois-ci qui ne concerne que l'aménagement du centre équestre, et pour lequel, monsieur le maire vient de le préciser, il y a un certain nombre d'améliorations qui ont été apportées, notamment un mur qui a été construit pour cacher les 2 pentes d'accès ou rampes d'accès, à la demande un petit peu de l'architecte des bâtiments de France. Cette modification induit une augmentation de 5 328 € du montant du marché, qui nécessite donc ce passage en délibération, compte tenu du fait que le montant de l'avenant est supérieur à 5% du montant initial du marché, puisqu'il est porté à 13,75%. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Oui, moi je voudrais bien une petite précision sur le muret dont vous parlez, là au centre équestre. C'est bien du centre équestre que vous parlez? Vous pouvez nous expliquer un peu de quoi ça a l'air physiquement? Il y avait... on n'a pas le visuel? J'ai pas de visuel, moi j'ai pas trouvé dans les pièces annexes, j'ai rien vu. On en avait préparé un, je ne sais pas s'il est... En fait, très concrètement, vous aviez une rampe d'accès dans un sens et une rampe d'accès dans l'autre, compte tenu du fait qu'il y a un linéaire suffisamment long pour compenser bien sûr la hauteur. Vous aviez 2 accès en fait en W comme ça un peu. Et en fait, la demande qui a été formulée, c'est un muret devant pour qu'on cache en fait ces espèces de V inversées, de façon à ce qu'on n'ait pas du tout ce visuel avec cet aménagement, c'est tout. Voilà. C'est l'ABF qui demande ça? Pardon? C'est l'ABF qui demande ça? Oui. Ok. Et j'ai une question subsidiaire. Est-ce qu'il est prévu de rendre les toilettes accessibles? Parce que la rampe d'accès, elle permet l'accès au clubhouse, si j'ai bien compris. Donc au salon où les gens peuvent regarder leurs enfants monter à cheval, si je comprends bien, parce que les tribunes ne sont pas accessibles. Pour autant, un fauteuil roulant ne passe pas le seuil de l'entrée des toilettes dans ce clubhouse. Donc c'est un peu antinomique. Est-ce qu'il est prévu de rendre ces toilettes accessibles dans la foulée, sans quoi je ne vois pas bien l'intérêt de la rampe PMR qui coûte cher et qui me paraît un peu la charrue avant les bœufs dans le cas? Je peux répondre peut-être. C'est pas la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire qu'il faut permettre aussi aux gens d'accéder à des locaux. Après, le fait qu'il faille rendre accessibles les sanitaires, j'ai envie de vous dire que la problématique se pose partout dans toute la ville et dans tous les sanitaires de la ville. Et précisément, on est en train comment dirais-je, de gérer ces phénomènes, ces problèmes en l'occurrence, ces difficultés, en réaménageant un certain nombre de WC aux 4 coins de la ville sur l'ensemble du périmètre communal. Alors ça se fait d'année en année. Très concrètement, à la question que vous me posez, est-ce que sur le budget 2025, il y a une ligne de crédit qui prévoit l'aménagement de ces WC? C'est une bonne question. On va se poser la question dans le cadre du financement de l'année 2025. On verra avec le maire et la commission comment on peut ou pas intégrer selon les investissements prévus. Mais si on peut le faire, bien évidemment, on le fera. Est-ce que vous avez d'autres questions sur cet aménagement? Madame Guillot. Juste une observation d'ordre général qui a été en filigrane évoquée lors de la commission. Sur ces avenants, en fait, il me semble, on a déjà eu le cas, et je m'étais abstenue concernant le jardin de Port-Riou par rapport à la demande de l'ABF sur la modification des pavés. Je pense qu'en termes de sincérité budgétaire, on valide des décisions, et en fait, on n'a pas la maîtrise du jusqu'au bout. Donc, monsieur le maire avait évoqué pendant la commission la difficulté dans les agendas, de créer les temps d'échange avec l'ABF. Ben là, pour le coup, faisons les choses en ordre. Voyons l'ABF et, en sincérité budgétaire, présentons un projet pour des travaux dont on a les tenants et aboutissants. Alors là, je ne vais bien sûr pas m'abstenir, ça concerne l'accessibilité, qui est un sujet majeur, mais c'est une remarque d'ordre général.
je ne pense pas que ça pose de problème de sincérité budgétaire, parce qu'en début d'exercice, on vote des estimations de budget. Donc, tant qu'on rentre dans l'estimation du budget, on reste dans la sincérité budgétaire. Donc, on peut regretter effectivement ce mode de fonctionnement. Après, on n'est pas sur la même temporalité entre l'ingénierie en interne de la ville qui avance. Alors moi, pour la rampe PMR du centre équestre, c'est un projet qui est dans les cartons de la mairie depuis le début du mandat. Donc, je pense que c'est très, très ancien. Ça va au rythme aussi du plan de mise en accessibilité de l'ensemble des bâtiments publics de la commune. Donc, vous connaissez le service qui s'en occupe. Ce service a d'autres fonctions aussi. Pour ce cas particulier, comme pour d'autres, il y a un moment, c'est que quand on voit ce qui se passe aussi pour les porteurs de projets privés, souvent les rendez-vous avec la BF, si vous arrivez sans rien, sans dossier, sans plan, en fait, va pas vous donner d'orientation. Donc, en général, il y a un premier jet de plan qui se fait, donc soit un permis d'aménager, soit des permis de construire. Et après, l'ABF donne un certain nombre de prescriptions qu'il faut respecter dès lors que le PA est délivré. Donc, c'est assez courant, en fait. C'est vrai qu'on peut... ça rajoute un certain coût qui reste raisonnable. On peut se réjouir aussi que Dinard soit classé sur les 2 tiers et protégé sur les 2 tiers de la ville. Mais ça me semble difficile de faire autrement. Voilà, comme je disais pendant la commission, l'ABF, on la voit entre environ tous les 6 à 8 semaines. Donc, c'est compliqué de concilier le temps de travail de des équipes de la ville et celui de l'ABF. Ce qui justifie ce genre d'avenant. S'il n'y a pas d'autres commentaires, le maire donc propose au conseil municipal les décisions suivantes: d'approuver l'avenant numéro 2, la tranche optionnelle du lot numéro 1 du marché de travaux sur la création d'une rampe d'accès PMR pour le centre équestre, et d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué à signer tous les documents afférents à cet avenant. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Merci, Monsieur Fontaine. Point 12, donc l'attribution du marché relatif à l'acquisition d'une balayeuse. Christian Fontaine. Donc on va aller à la voirie maintenant. Donc il s'agit en fait du remplacement d'une balayeuse. Le service voirie est équipé de 2 balayeuses de 4 mètres cubes, qui sont d'ailleurs en fin de vie, de la marque Schmitt, enfin peu importe. Elles totalisent 12 000 heures de fonctionnement et la dernière panne importante rend les réparations impossibles. La seconde balayeuse, qui est d'une marque Arvel, de 4 mètres cubes, totalise pour elle 8 200 heures de fonctionnement et de nombreuses pannes mécaniques, les contraignant à des périodes d'immobilisation préjudiciables au bon fonctionnement du service. Alors juste une parenthèse, c'est des mécaniques qui tournent comme les camions, c'est en heures évidemment. C'est pas au kilomètre, puisque ça va relativement lentement, mais c'est de la mécanique qui est souvent sollicitée. C'est des petits bras mécaniques qui bougent beaucoup. C'est du freinage, c'est de l'embrayage, c'est du freinage, etc. Donc ce sont des mécaniques qui sont considérablement sollicitées. Et puis lorsque le sable est envoyé à grande vitesse dans la partie métallique, eh bien, vous avez un phénomène d'érosion qui fait que ces équipements, effectivement, s'usent, je ne vais pas dire prématurément, mais en tous les cas subissent énormément les aléas du travail qu'elles contribuent à fournir à la collectivité. Donc celle pour laquelle on vous demande de prendre la décision ce soir est normalement envisagée en 2025, mais il a été nécessaire d'envisager dès à présent son remplacement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvait cet équipement, et qu'il n'était qui plus est pas réparable. Il est à rappeler qu'un coût estimé à 70 000 € TTC correspondrait au coût de location de ce matériel, qui, au regard du coût d'investissement, n'est pas techniquement envisageable. C'est la raison pour laquelle on se dirige vers un achat et non pas une location. On a profité des services de l'UGAP, qui est un service, comme vous le savez, qui propose aux collectivités un achat groupé, et c'est au travers de cette possibilité qu'on a donc acheté, ou du moins qu'on vous propose d'investir, pour un coût de 224 547,54, cet équipement. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, le maire donc propose d'attribuer le marché de fourniture et de livraison de la balayeuse à l'UGAP, selon les références visées, pour un montant hors taxe de 224 547,54, soit 269 457,05 TTC, d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué à signer tous les documents relatifs à ce dossier.
Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Merci, Monsieur Fontaine. Point 13, approbation du rapport annuel du Conseil d'administration 2023 de la Société publique locale de construction publique d'Ille-Vilaine. Christian Fontaine. Je pense que Christian Fontaine et moi-même allons nous déporter du vote, parce qu'on fait tous les deux partie du Conseil d'administration. Oui, j'y vais, Monsieur le maire. J'ai fait une petite synthèse rapide. Vous avez sans doute lu le document qui fait une trentaine de pages. Vous en avez pris connaissance. Moi, je vais essayer de vous en faire une synthèse très rapide. Donc, adhère à cette structure 13 collectivités. Le capital de l'ensemble des participations des collectivités s'élève à 225 000 euros, qui représente en réalité 22 500 actions, c'est-à-dire que le coût de l'action, c'est de 10 euros. Le contributeur principal, c'est le conseil départemental, puisqu'en fait, il détient 187 500 euros de participation, c'est-à-dire qu'il rentre dans le capital à hauteur de 83,33%. Si on compare à la ville de Dinard a 2 500 euros de participation, ce qui représente 1,11%. Et quand on regarde l'ensemble des gens qui constituent le capital, mis à part le département, l'ensemble des collectivités, c'est 2% ou 1%, à peu près analogue à celle de la ville de Dinard, sur ces 13 actionnaires au total. Si on regarde le bilan de l'année 2023, excusez-moi, donc le conseil d'administration s'est réuni 4 fois en 2023 et les actionnaires se sont réunis une fois. Les résultats clos de la société au 31 décembre 2023 amènent un déficit de moins 10 478,85 euros, qui est, toute proportion gardée, moins important que celui de 2022, puisqu'en 2022, il était de moins 24 851,38. Donc on a un déficit qui est moins important. La SPL a versé le département a versé 192 806,64 à la SPL. Vous avez vu qu'il y a eu un petit souci de, comment dirais-je, d'usurpation d'identité, puisque malheureusement, un tiers est venu se glisser dans l'informatique et le montant a été versé à ce tiers alors qu'il n'aura pas dû l'être. Mais ça fait partie malheureusement des piratages qu'on retrouve un peu partout. D'où la nécessité bien évidemment de cette vigilance, et donc le département, entre guillemets, a comblé ce déficit. Le montant actuel des mandats de construction est de 305 000 euros. Et l'ensemble des travaux complets, si on peut dire, représente une enveloppe globale. Alors c'est essentiellement des collèges, on va pas se leurrer puisqu'il s'agit du département. Et l'ensemble des travaux représentant environ 88 millions d'euros. Voilà, j'ai essayé d'être à peu près synthétique. Vous avez tous les autres chiffres qui vous ont été donnés. Est-ce que vous avez des questions à me poser, à moins que Monsieur le maire souhaite en rajouter un certain nombre d'éléments? Donc il ne s'agit pas d'un vote, il s'agit simplement de prendre acte. C'est bon? Ok, c'est une prise d'acte. Merci, Monsieur Fontaine. Merci, Monsieur le maire. Point 14, convention de dépotage sur la station d'épuration. Frédéric Soyer. Alors, la société SAM Assainissement, dont l'objet est de traiter, de déboucher les conduits, de traiter les vidanges de fosses septiques en particulier, a souhaité utiliser la station d'épuration de la commune afin de dépoter ces matières de vidange. Une convention tripartite permettra de définir les conditions techniques et administratives, financières, de réception et de traitement des matières de vidange d'origine domestique, collectées par le bénéficiaire et dépotées sur la station. La société SAM Assainissement sera autorisée à dépoter 200 mètres cubes, qui est largement en dessous de la capacité que peut avoir notre station d'épuration, par contre, et par an, avec une contre-rémunération du gestionnaire du service de la ville. Les tarifs et formules de révision annuelles sont établis dans le contrat d'affermage pour la part fermière et sont établis par délibération de la part collectivité. L'exploitant, Veolia en l'occurrence, recevra 20 € hors taxe par mètre cube déversé et la commune sera rémunérée à hauteur de 2 € hors taxe par mètre cube déversé.
Avez-vous des questions? Monsieur Lobet. Oui, c'est une question un peu technique. J'ai examiné en détail le calcul, en fait, et il n'est pas facile pour un conseil municipal de comprendre comment est fixé le tarif. C'est-à-dire que là, ça va faire peser sur la station d'épuration une quantité quand même qui n'est pas négligeable, hein, puisque c'est 200 mètres cubes par rapport à 7200 par an, donc c'est un apport conséquent. Et comment est-ce que le tarif est fixé, en fait, parce que c'est mis dans la délibération, c'est le conseil municipal qui le fixe, mais est-ce que c'est l'exploitant qui le fixe? Est-ce que c'est des services municipaux? Enfin, comment est-ce qu'on sait si on ne perd pas de l'argent, finalement, en collectant ces dépôts, quoi? C'est juste pour savoir, hein. Je ne dis pas qu'on en perd, je dis juste comment est fixé le tarif. Alors, monsieur Fontaine, qui est un excellent expert, va répondre à cette question. Je suis pas un excellent, c'est un domaine que je connais bien, oui, c'est vrai. D'abord, la première économie que fait la collectivité, c'est de savoir où va les eaux usées de quelqu'un qui traite avec un camion. Pourquoi? C'est une économie, tout simplement parce que il y a je dirais qu'il pourrait y avoir des entreprises indélicates qui ouvrent un tampon et qui dépotent dans le premier tampon venu. Donc, quelque part, le fait de permettre à ces gens-là de le faire, ça ouvre une forme de transparence, et à la fois à la part du légataire de la collectivité, à la fois de la part de la personne qui le fait. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est des matières de vidange. Donc, quand vous allez chez un particulier, entre guillemets, vous avez un bon de transport. C'est-à-dire que la personne, on peut être à tout moment lui demander sur une fosse septique ou quelque chose, l'attestation comme quoi l'effluent qui a été collecté a bien été déversé dans une station d'épuration. Donc ça, c'est le deuxième élément. Et le troisième élément, on est essentiellement sur encore une fois, de l'eau usée ou je dirais, de la matière, entre ce qu'on appelle de la matière organique. Donc en fait, des choses qui, paradoxalement, que la station d'épuration aime bien. C'est-à-dire, plus on va lui en amener, mieux elle se portera. Parce que comme vous le savez aujourd'hui, il y a une partie des eaux pluviales et une partie d'unitaire qui va à la station d'épuration. Donc plus on va concentrer l'effluent, meilleur s'en portera la station. Donc c'est plutôt un avantage, et on est gagnant sur plusieurs points à ce niveau-là. Voilà. Ok, juste une petite seconde, Monsieur Soyer. On va revenir en arrière, parce qu'il fallait bien délibérer sur le projet numéro 13. Donc je vous propose de prendre la décision suivante. Article unique, donc approuver le rapport 2023 de la SPL annexé à la présente délibération. Qui vote contre? Nous, on se déporte, j'ai déjà précisé. C'est marqué au PV. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je repasse la parole à Frédéric Soyer. Merci. Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur Fontaine, pour ces excellentes explications. Si vous avez des questions complémentaires, je suis certain qu'il se tiendra à votre disposition. Donc, le maire propose au conseil municipal de prendre les décisions suivantes: approuver les termes de la convention annexée à la présente délibération et autoriser le maire ou l'adjoint délégué à signer au nom de la commune tous les documents afférents à ce dossier. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Merci. Unanimité. Donc, point 15. Ah oui, transfert de la compétence distribution gaz auprès du S235. Frédéric Soyer. Alors, dans le cadre d'un nouveau modèle de contrat gaz négocié entre GRDF, France Urbaine et la FNCCR, le SDE35, qui est un syndicat départemental d'énergie, qui a autorité et organisatrice sur des missions de service public afférentes au développement, et en particulier sur la distribution de gaz, le SDE35 propose à la commune de Dinard le transfert de sa compétence sur la distribution de gaz. Ce transfert permettra à la commune de disposer des avantages suivants grâce au SDE35: intégrer les contrats des communes concernées dans un contrat global, regroupant plusieurs communes, sachant que celles-ci font l'objet d'une négociation approfondie avec GRDF. Et puis, deuxièmement, mettre à disposition les compétences techniques et financières du SDE pour le suivi et le contrôle du bon fonctionnement des concessions. Ce transfert de compétences ne modifie aucunement le contrat et les conditions de perception de la RODP, redevance d'occupation du domaine public, qui a ramené 3 899 € en 2023 au bénéfice de la ville de Dinard, ni de la ROPDP, redevance d'occupation du domaine public provisoire. Pour autant, la redevance de fonctionnement R1 de 7 619 € et 20 en 2023, prévue dans le contrat historique, sera désormais perçue dès lors par le SDE35, qui prendra en charge tous les moyens requis dans le cadre des négociations avec GRDF. Par ailleurs, la ville de Dinard conservera son interlocuteur GRDF
et pourra solliciter le SDE 35 pour toute question afférente. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, le maire propose au conseil municipal de prendre les décisions suivantes. Approuver le transfert de compétences de la distribution gaz au SDE 35 à partir du 1er janvier 2025. Deuxièmement, article 2, autoriser le maire ou l'adjoint délégué à signer au nom de la commune tous les documents afférents à ce dossier. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Merci, Monsieur Soyer. Donc, point 16, évolution de l'organisation du télétravail. Madame Mervin. Donc, pour rappel, on avait mis en place le télétravail fin 2021 et on a appliqué au 1er janvier 2022. Et là, c'est juste pour modifier 2 articles. Le premier, c'est d'autoriser le télétravail sur le mercredi, jour qu'on avait exclu au départ. Et deuxième modification, ajouter la mention suivante: le montant de l'indemnité forfaitaire par jour télétravaillé évoluera en fonction des textes en vigueur. Est-ce que vous avez des questions? Importe. Oui, moi, je suis un petit peu interpellée sur l'autorisation du mercredi. Je vais vous dire pourquoi, si vous me donnez 2 minutes. Moi, le télétravail, je connais depuis très longtemps. Parce qu'en 2014, quand j'étais directeur d'un gros service de l'État dans le département du Nord, 160 km d'est en ouest, il y avait beaucoup d'agents qui faisaient 2 heures de bagnole tous les jours pour venir travailler. Et on était sur le thème de la santé au travail à ce moment-là. Et les services du Premier ministre m'avaient demandé de réfléchir à la mise en place du télétravail, alors que ça n'existait nulle part. Et donc, on a fait un travail passionnant pendant 1 an pour élaborer cette charte du télétravail en regroupant autour d'une table les personnels, les chefs de service, les représentants du personnel, les camarades syndiqués, et j'en passe. Et on a abouti à une charte qui est tout à fait opérationnelle encore 10 ans après et qui a servi d'exemple à beaucoup de services et de structures. Et les points importants et qui me font réfléchir sur cette journée du mercredi, c'est qu'on avait posé des principes de base, c'est-à-dire pas plus de 2 jours de télétravail par semaine, parce qu'au-delà, et après les décrets m'ont démenti puisqu'ils ont mis 3 jours, notamment dans les services de l'État, mais au bout de 2 jours d'absence, il y a un manque de cohésion d'équipe qui pointe son nez. Bien sûr, après, il y a eu le Covid, et donc tout le monde s'est mis en télétravail. Il y a eu les Teams, les Zooms, les machins, les trucs, mais ça remplace quand même pas la présence physique au sein du service et ça remplace pas la machine à café non plus. Je pense que les agents et les fonctionnaires, ils ont besoin de contact physique avec les collègues. Donc il y avait ces 2 jours qui sont devenus 3 jours, puis revenus 2 jours dans les services de l'État. Et ensuite, il y avait le choix des journées qu'on ne voulait pas télétravailler. Alors, je vous passe le lundi matin et le vendredi après-midi, tout le monde comprend pourquoi, mais il y avait aussi le mercredi. Parce que dans le Nord, qui est un département, c'est le plus gros département de France, il y a beaucoup de familles avec beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de précarité. Et ce qu'on ne voulait pas, c'est que le mercredi, télétravailler remplace le centre de loisirs sans hébergement ou la garderie. Parce qu'effectivement, on ne peut pas travailler globalement quand on a les gamins dans les pattes. Alors moi, je m'interroge, quelle est la motivation à Dinard pour autoriser le télétravail le mercredi? Alors, en fait, on autorise tous les jours de la semaine. C'est que dans la charte précédente, on n'avait que le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et donc, nous, on n'autorise que1 jour par semaine. Donc, au bout de 2 ans d'expérience, on s'aperçoit que, pourquoi pas... Alors, je vous rejoins de 100%. Sur l'analyse, j'étais contre le mercredi, enfin, clairement. Et alors, finalement, le mercredi, là, ça intéresse 4 personnes, dont 2 hommes. Je dirais 2 femmes, 2 hommes. Je sais, voilà. Donc, clairement, il y a des personnes qui ont demandé le mercredi. Le responsable a refusé, connaissant les situations des personnes. En fait, il y a quand même une validation de la part du responsable. Là, on a dit qu'on testait. Si ça fonctionne bien, il n'y a pas de souci. Donc là, ça concerne 4 personnes. C'est pas... ça peut être plus l'année prochaine. Mais on va voir s'il y a des dérives. En fait, on est vigilant.
Mais comme vous dites, hein, le lundi, ça peut aussi, enfin, le vendredi, voilà, tous les jours peuvent être. Donc nous, voilà, on a autorisé une journée. Alors ça concerne une trentaine de personnes dans la collectivité en tout qui télétravaillent. Ce qui est pas. On monte un petit peu tous les ans. On était à 20 la première année. Enfin voilà, on monte un petit peu tous les ans, mais c'est pas. La vigilance, parce que j'ai vraiment 10. Enfin, maintenant je suis à la retraite, mais il y a 10 ans de recul quand même. Et les retours que j'ai de ce qu'on a mis en place dans le Nord, ça fonctionne de manière optimale quand même. Alors, ce que j'entends aussi dans la possibilité de télétravailler le mercredi dans la collectivité d'Inard, c'est plutôt à titre exceptionnel. Oui, clairement, en fait, les gens préfèrent venir travailler sur place. Donc, pour ça, on laisse l'autorisation d'une journée. Madame Grassi et Madame Guillou. J'ai peur d'avoir pas compris ce que vous avez dit, Mme Mervin. Vous avez dit il y a 4 personnes qui demandent, dont 2 hommes. Ça ne nous regarde pas. Vous avez dit ils ont fait la demande et les chefs de service ont refusé, connaissant leur situation. Ça veut dire quoi, ça? Juste pour vous dire que les chefs de service, en fonction des tâches de chacun, en fonction de la situation, est-ce que c'est possible aussi pour la nécessité de service, enfin, ils vont regarder est-ce que l'emploi permet aussi que ce soit le mercredi. Alors, pas le côté personnel, je sais où vous voulez aller, dans le sens où... C'est facile de suivre votre piste intérieure et intellectuelle, puisque déjà on commence par dire qu'il y a 2 hommes dans le paquet, donc ils ne sont pas concernés par les enfants, et derrière on nous dit concernant leur situation, c'est-à-dire en gros il y a plein de marmots à la maison, donc c'est pas raisonnable. Enfin, moi j'y vais comme ça, mon cerveau m'emmène là. Qu'est-ce que vous avez voulu dire vraiment à la base? Rien de plus. Pour moi il est normal que chaque personne qui demande une journée de télétravail dans la semaine soit vue comme n'importe laquelle des autres qui fait une autre demande d'une autre journée dans la semaine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à rentrer dans des situations personnelles, familiales ou je ne sais quoi pour dire oui ou non. C'est ça qui me gêne. Quelqu'un a droit à demander une journée dans la semaine, la journée de son choix. Et c'est la nécessité du service qui prévaut l'accord, pour moi. Ce n'est pas la vie intérieure familiale. Madame Guillou et Monsieur de la Fournière. Monsieur de la Fournière, sollicitant la parole pour réagir au propos de Madame Grassi, je propose qu'on donne la parole à Monsieur de la Fournière en préalable, puisque moi c'est un autre point. Moi, je suis assez choqué par votre, comment dirais-je, par votre remarque et par les intentions prêtées à notre collègue. Elle a simplement dit ce qu'elle a dit, c'est tout, que les chefs de service étaient là pour veiller au grain, pour dire les choses correctement, et qu'ils étaient prêts, sans doute, à autoriser des télétravails le mercredi lorsqu'ils étaient justifiés, et qu'ils étaient là aussi pour les refuser lorsqu'ils ne l'étaient pas. Je ne pense pas qu'elle ait voulu dire autre chose. C'est ce dont je voulais être sûr, qu'il était bien question de nécessité de service, exclusivement. Pas premièrement, mais exclusivement. C'est ça ma question. Exactement. Nous n'avons pas à rentrer dans des considérations personnelles vis-à-vis de la situation des agents, mais c'est bien, je pense que c'est bien ainsi que Madame Mervin l'a dit et explicité. Bon, ne prêtons pas d'intention et d'intention cachée à des propos. C'est parfait. C'est parfait, mais n'ouvrons donc pas le propos en disant il y a des garçons, il y a des filles dans les demandeurs. N'ouvrons pas cette porte-là. Ce sont des demandeurs, point. Terminé. Madame Guillou. Pour autant, si Madame Grassi n'avait pas posé la question, je l'aurais posée, parce que je avais fait la même interprétation. Enfin, du coup, je préférais ne pas faire la même interprétation. Moi, ce qui m'interpelle aussi, c'est est-ce que vous pouvez nous rappeler, Madame Mervin, le nombre d'agents sur la collectivité ? Qui bénéficient du télétravail? Non, le nombre d'agents sur la collectivité. Alors, en équivalent temps plein, on est à 290, mais le nombre d'agents, on est à plus de 300. Voilà, alors, je vais voter favorablement parce que c'est au profit des agents. Au demeurant, je pense qu'on peut s'interroger, est-ce que si à chaque fois que 4 agents sur plus de 300 font une demande, on modifie la charte qui régit les conditions de travail? C'est plus la proportion de la demande qui m'interpelle. Alors, chaque situation est entendable et est à considérer. Malgré tout, prenons précaution de ne pas faire de la situation particulière plutôt que de la règle générale. Je ne pense pas que ce soit une situation particulière. On ne fait pas attention à la situation particulière. Après, voilà, moi j'étais contre pour ce qu'a pu dire Annick Porte précédemment. Je me dis pourquoi pas, on peut tenter, parce que là on a peut-être 4 agents, mais peut-être que l'année prochaine on en aura 6, 10. Voilà, ce qu'il faut c'est juste être vigilant, que ça se passe bien, que le travail soit
efficace. Et, voilà. Bon, clairement, de toute façon, en effet, c'est une petite majorité, enfin, une trentaine de personnes sur 300. Pardonnez-moi, c'est un débat qui est très, très ouvert aujourd'hui dans la presse. On lit de nombreuses choses. Comme par hasard, ça arrive pile poil dessus. On voit quand même dans des analyses sur de grandes entreprises des rapports de productivité en fonction du jour de la semaine. Télétravailler, je précise mon propos. Je pense qu'il faut se renseigner auprès de ces gens-là, prendre les analyses qui nous sont livrées et en tirer parti, et en tirer profit. Je ne suis pas convaincue que les gens qui demandent une journée de télétravail, il y a des entreprises où on demande à travailler 1 jour par semaine, mais on n'a pas le choix du jour. Le chef de service décide du jour en fonction des nécessités de service. Quand des gens disent « je souhaiterais le lundi ou le mardi ou le mercredi », qu'est-ce qu'il y a comme intérêt de service derrière ça? Je me pose vraiment la question. J'ai bien dit intérêt de service et pas intérêt personnel. Très bien. On peut passer au vote, du coup? Alors, le maire propose au conseil municipal de prendre les décisions suivantes. Modifier l'article 2 de la délibération 2021-237, autoriser le télétravail sur la journée du mercredi. Modifier l'article 3 de la délibération 2021-237, ajouter la mention suivante à l'article 3 de la délibération 2021-237, le montant de l'indemnité forfaitaire par jour télétravaillé évoluera en fonction des textes en vigueur. Inscrire les crédits correspondant au budget, autoriser le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document relatif à cette décision. Donc, qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Merci, unanimité. Point 17, création d'un poste permanent de plombier chauffagiste. Madame Mervin. Donc, il s'agit de créer un poste de plombier chauffagiste au sein de la DBL, Direction Bâtiment Logistique. Je ne sais pas si je rappelle les activités d'un plombier chauffagiste. Enfin, ça va être l'entretien des bâtiments, des chaufferies. Il y a 2 raisons qui nous poussent à créer ce poste. Actuellement, ils sont 2. Enfin, ils étaient 2 plus un apprenti. Et donc, on souhaite créer ce poste pour pérenniser l'emploi de l'apprenti. C'est un peu dans notre politique, justement, de faire découvrir, enfin, de faire des formations, faire de l'apprentissage, des stages, et du coup de pérenniser derrière. Et aussi les maintenances de chaudières qui vont commencer, enfin, qui coûtent un certain montant, et si on externalise, ça nous coûte 40 000 de plus. Donc clairement, ok, c'est dans le 0,12, c'est pas dans le 0,11, mais si on raisonne budget global, en plus, on s'y retrouve complètement. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Lobet. Oui, c'est la remarque habituelle. C'est-à-dire que là, vous nous donnez à l'instant l'explication, mais on aurait aimé avoir ça en commission RH, dont on déplore l'absence d'existence. Donc c'est la raison pour laquelle, sur cette délibération et les suivantes, on va s'abstenir. Mais ce serait quand même utile, parce que là, on verra à la délibération 20 qu'il y a pas mal de départs que vous nous faites constater. Donc, est-ce que vous pourriez nous faire un état du personnel, particulièrement sur les bâtiments communaux, en fait, juste pour comprendre où sont les effectifs, enfin le nombre dans chaque catégorie, en fait, pour avoir une vision, juste pour comprendre, en fait, où on en est. Alors là, on parle de création de postes, qui n'est pas encore pourvu, et après, on va parler de suppression de grades pour des départs de personnes. Déjà, c'est juste pour bien remettre... Oui, c'est le contexte de la commission RH que j'évoquais. À l'instant T, je ne suis pas être capable de vous dire le nombre précis de personnes, mais en fait, il y a 3 pôles. Pôle territoire, pôle vie de la cité et pôle ressources et pôle pilotage. D'ailleurs, il y a 4 pôles. Pôle territoire, donc là, c'est celui qui nous concerne, où il y a maintenant 2 directions. Donc, la DBL, la direction des bâtiments et logistiques, et la DIEP. C'est plus les initiales que je ne sais plus. Mais voilà. Donc infrastructure et espace public. Après, le nombre d'agents à l'intérieur de chacune, là, je peux vous redire après. Alors après, on a l'organigramme avec le nombre de personnes. Ça, on peut vous le communiquer. Alors, il doit être sur le site de la ville quand même. Il n'est pas à jour, mais il est quand même presque à jour. Donc déjà, vous avez déjà une idée sur le site de la ville. Il y a l'organigramme.
Donc, s'il n'y a plus de questions, le maire propose au conseil municipal de prendre les décisions suivantes. Créer un poste de plombier chauffagiste au sein de la direction bâtiment logistique. Cet emploi sera pourvu par un titulaire appartenant au cadre d'emploi des adjoints techniques catégorie C. La rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d'emploi concerné. En cas de recherche infructueuse de fonctionnaires, cet emploi pourra être pourvu par un agent contractuel de droit public dans les conditions de l'article L. 332-8-2 du Code général de la fonction publique. L'agent ainsi recruté sera chargé des missions indiquées ci-dessus. Prévoir les crédits au budget de la commune et autoriser le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document relatif à cette décision. Donc, qui s'abstient? 2. Qui vote contre? Merci. Merci. Et point 18. Donc, création d'un poste permanent assistant administratif cellule gestion finance. Madame Mervin. Alors, je vais présenter les deux prochaines délibérations en même temps, donc la 18 et la 19. Elles ont le même intitulé, mais ce n'est pas tout à fait la même fiche de poste. Donc, c'est pour des assistants administratifs cellule gestion financière, gestion finance, pardon. Le premier poste, on va être plus sur de la gestion RH, avec de l'accueil physique et téléphonique de la régie des bâtiments communaux, élaboration des plannings, donc suivi RH et de la direction. Et la deuxième, là, on va être plus sur de l'assistance générale, sur de la GMAO et de l'administration de magasins. Alors GMAO, ça va peut-être pas parler à tout le monde. Donc c'est de la gestion de la maintenance assistée par ordinateur. Et en fait, c'est une nouvelle méthode qu'on veut mettre en place, c'est par le biais d'un progiciel qu'on souhaite mettre en place au sein de la collectivité. Pour mettre ça en place, forcément, il nous faut un peu de personnel. Et l'idée, c'est de gagner derrière en coût. Alors, je ne peux pas rentrer dans toute la technique, parce que là, ça sort de mon domaine de compétences. Mais, donc ce deuxième poste, c'est plus voilà, assistant référent GMAO, secrétariat de direction et service MOA, la mise à jour de la base des données, l'assistance administrative pour le magasin. Donc c'est toujours dans la DBL, si vous voulez suivre dans l'organigramme. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Lobet. Oui, sur la 19, justement, vu l'ampleur des missions confiées, on s'étonne que vous ne recrutiez que sur une catégorie C, en fait. Alors là, c'est vraiment... Alors, il y a du secrétariat, donc secrétariat, enfin des tâches administratives, et là, c'est vraiment pour aider à la mise en place de la GMAO. Après, j'imagine qu'il y a des personnes avec d'autres compétences qui seront en soutien de cette personne-là. Mais normalement, le besoin est suffisant. Monsieur Vergne. Vous avez très bien décrit les missions, mais est-ce que vous avez quantifié les besoins en volume et en temps? Est-ce que ça nécessite vraiment des EETP, des équivalents temps plein? Alors oui, puisque en fait on a déjà fait une phase de test, justement avant de créer le poste. En fait, au sein de la collectivité, on a ce qu'on appelle un pôle renfort. Donc ça, c'est un pôle où il y a des agents qui sont un peu en transition, pour différentes raisons. Et donc, en fait, pour ces deux créations, on a déjà des agents qui effectuent une partie de ces missions. Donc, du coup, on sait qu'il y a le besoin et on sait que c'est pas des créations pour rien, quoi. Et donc, en termes de 0,12, si on parle en termes de montant, clairement, ces personnes en pôle renfort étaient rémunérées. Donc, clairement, ça ne fera pas plus de rémunération. Ça ne va pas augmenter le 0,12, quoi. Plus de questions? Si, Monsieur Deslandes. Oui, c'est juste pour justifier notre vote tout à l'heure d'abstention sur ces deux postes-là, parce qu'on n'y comprend pas grand-chose entre les postes supprimés, les postes créés, de l'administratif, c'est très fouillis. Enfin, donc, c'est pas clair. Voilà la raison de notre abstention. Alors, Monsieur Deslandes, on l'a présenté au CST l'autre jour. Vous étiez présent.
Ah, vous me... je suis désolée, mais... une perche extraordinaire. Je suis désolée, madame, mais en fait, on a présenté toutes oui, alors, les vous me modifications. tendez une perche extraordinaire, parce que je viens au CST en tant que suppléant. Je n'ai jamais les dossiers, je dis bien jamais. Et j'arrive, je suis suppléant, et on me demande de voter. Bon, de toute façon, comme c'est un vote global, je n'ai pas la possibilité de lever la main dans un sens ou dans l'autre. Donc, voilà, merci, vous m'avez tendu la perche. Mais aller au CST dans ces conditions-là, c'est-à-dire être titulaire sans avoir les dossiers, ça ne vaut pas le coup. Est-ce que je dois continuer à y aller? Alors, ils sont présentés quand même, les dossiers en instance, on débat quand même assez oui, longuement. Enfin, nos CST sont quand même assez longs. Avec tout le monde a les dossiers. Moi, j'ai rien. On passe très vite les différentes diapositives. Mais j'ai aucun élément pour juger. Mais j'attendais qu'un jour, ça sorte. Voilà, donc je vous le dis. Après, si vous souhaitez ne plus y être, il n'y a pas de souci aussi. Hein. Non, avoir les dossiers. C'est-à-dire que je suis suppléant. Ils sont présentés après. Je suis suppléant, mais comme il y a toujours des absents, quand j'arrive, je deviens titulaire. Et il suffirait de savoir qui est absent, et dans ce cas-là, si je dois être suppléant ou titulaire. Et je ne le sais jamais. Dans ces cas-là, on vous redira précisément quand vous arrivez, avant que vous arriviez, si vous êtes titulaire ou suppléant. Donc voilà. là, il n'y a pas de souci, ça on peut vous le dire. Et en fonction de ça, si vous passez titulaire, on vous enverra le dossier. Merci, c'est exactement ce que je voulais. Merci. Ah, mais tout le monde a la même règle, hein, donc... En fait, le temps que les titulaires soient absents, puis qu'on lui dise qu'il devient titulaire, il aura peut-être plus le temps de lire les dossiers. Envoyez-les dès le départ aux suppléants avec, ça ne change rien. Alors, je vais vous réexpliquer le calendrier. En fait, on convoque tout le monde 15 jours avant et on envoie les supports 8 jours avant. Donc, clairement, on sait entre le 15 et le 8e jour si les personnes sont là. Normalement, oui, sauf impératif ou sauf... Ah bon, vous n'êtes jamais malade, jamais... Non, oui. Vous savez comment se passent les CST. Vous étiez présente. Allez, bon. Madame Guillaume. Je rebondis. Est-ce que vous pourriez me redire, Madame Mervin, au sein de quelle instance est fixée la composition du CST et la représentation? Pas en conseil municipal, si c'est ça la question. Non, la question c'est au sein de quelle instance et de quelle façon? C'est au choix de la collectivité. D'accord. J'aurais eu fort apprécié la courtoisie de me signifier mon retrait du CST. Je crois que le maire, je vais parler à la place du maire, vous avez signifié tous vos retraits de délégation. D'une délégation? Retraits de commission. Pas d'après. Ah non, ça n'a aucune incidence. Il faut. Non. Les choses sont protocolaires. Hein. Voilà. Et la courtoisie sait se savoir être de mise. Donc on va passer au vote de la délibération du coup 18. Le maire propose au conseil municipal de prendre les décisions suivantes. Créer un poste d'assistant administratif. Cet emploi sera pourvu par un titulaire appartenant au cadre d'emploi des adjoints administratifs catégorie C. La rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d'emploi concerné. En cas de recherche infructueuse de fonctionnaire, cet emploi pourra être pourvu par un agent contractuel de droit public. L'agent ainsi recruté sera chargé des missions indiquées ci-dessus, prévoir les crédits au budget de la commune, autoriser le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document relatif à cette décision. Donc, qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Alors, la 19, je ne vais pas tout vous relire, ça ne sert à rien, on va passer au vote directement. Qui s'abstient? Même chose. Qui vote contre? Merci. Merci. Donc, point 20, recours aux collaborateurs bénévoles, Madame Mervin. En fait, ça fait écho, cette délibération, à une délibération que Vincent Rémy avait présentée sur le dernier conseil, mais c'était ciblé que pour le festival du film britannique et irlandais. Et là, on passe la même convention pour la commune. Donc, c'est pour avoir recours à des collaborateurs bénévoles, aussi bien dans les manifestations que dans les cérémonies. Est-ce qu'il y a des questions?
Donc, le maire propose au conseil municipal de prendre les décisions suivantes. Approuver le recours aux collaborateurs bénévoles lors de manifestations ou de cérémonies. Approuver la convention de bénévolat jointe en annexe de la présente délibération. Autoriser le maire ou l'adjoint délégué à signer la convention jointe en annexe de la présente délibération. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Merci. Et dernier projet de délibération, donc modification partielle du tableau des effectifs. Madame Mervin. Donc là, on parle bien de suppression de grades, et c'est lié forcément à des départs de la collectivité, des retraites, des réussites à concours, des mutations, des disponibilités. Donc là, on arrive à 17 suppressions de grades, donc on a eu quelques créations au fur et à mesure de l'année. Et là, suite au CST qui a eu lieu le 4 octobre dernier, on a présenté ces suppressions et ça a été un vote à l'unanimité de la part de tous les membres. On arrive donc à 330 emplois permanents budgétés au tableau des effectifs de la commune et un équivalent temps plein au 1er octobre de 283,02. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur Toquin, Monsieur Aubet. Oui, merci Monsieur le maire. Je voudrais avoir une précision sur brigadier chef principal. C'est une suppression de poste ou c'est un départ en retraite? C'est quelqu'un qui a demandé sa mutation ou disponibilité, l'un ou l'autre. Et c'est une suppression de grade. C'est une personne donc, qui est partie, je crois, en disponibilité. Et là, justement, on est en train enfin, il y a déjà une semaine ou deux, il y a déjà eu les entretiens pour le remplacer. Monsieur Lovet. C'était juste pour que vous traduisiez 17 suppressions de grades, et ça veut dire combien de postes? Postes. Pas de poste. Ah oui, ouais, Enfin, combien de démissions, excusez-moi, combien de départs? C'était ça ma question, je l'ai mal formulé. Pas le nombre de postes en moins, mais combien de personnes sont parties, en fait, pour ces 17? Est-ce que ça veut dire 17 grades, c'est 17 personnes qui sont parties, plus, moins, ou c'est exactement 17? Ok, merci. Donc, le maire propose au conseil municipal de prendre les décisions suivantes. Donc, modifier le tableau des effectifs. Bon, je ne vous rappelle pas toutes les catégories, enfin tous les grades, pardon, et le nombre. Le nombre global d'agents sur emploi permanent budgété au tableau des effectifs du budget de la commune suite au recrutement au récit à concours est égal à 330. Le nombre en équivalent temps plein des agents titulaires au 1er octobre 2024 est de 283,02 et d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué à signer tous les documents afférents. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Merci, Madame Mervin. Donc, on en a fini avec l'ordre du jour. Donc, vous avez le compte-rendu des décisions du maire depuis le dernier conseil municipal. Y a-t-il des questions sur les décisions, s'il vous plaît? Monsieur Delande. Juste une simple question. Je vois apparaître maintenant dans les conventions de sponsoring et autres. Alors, il y a valeur d'échange, contribution marchande et quelque chose, et contribution financière. Alors, vous aviez déjà expliqué, on avait posé la question, il y en avait que deux. Il y avait, je crois, la contribution financière et la valeur d'échange, et maintenant, il y a de la contribution marchande. Si vous pouvez expliquer les différences entre ces trois-là, parce que je comprends plus. Mais contribution marchande, c'est de l'apport en marchandises, donc en cadeaux, oui. En l'occurrence, par exemple, des produits qui sont mis dans les chambres d'hôtel pour le jury et les équipes de film, alors que la valeur de l'échange, c'est par exemple quelqu'un qui prépare un buffet pour un cocktail, et donc c'est quantifié de cette façon-là. C'est la terminologie, mais ça reste un échange marchandise, dans les deux cas. Enfin, un échange, c'est-à-dire, oui, la marchandise est donnée, par exemple, les vins Estendon, donc ils donnent pour tel montant, le montant qui est indiqué là-dessus. OK. Y a-t-il d'autres questions sur les décisions du maire? J'en avais une très anecdotique, mais malgré tout, voilà, je me suis posé la question. La 327, alors c'est d'un fort montant de 20 €, mais malgré tout, c'est pour
c'est quelqu'un, c'est quoi? C'est un particulier qui a demandé à mettre une jardinière sur l'espace public? Non, c'est pour régulariser des situations historiques. Il y a quelques établissements de restauration, entre autres à Dinard, qui ont historiquement des jardinières devant leur établissement et qui ne payaient pas de redevance. Donc c'est plutôt un tarif très symbolique. Et c'est histoire de régulariser la situation, surtout sur une question de responsabilité pénale en cas d'accident lié au pot de fleurs potentiel du restaurateur ou du cafetier qui l'a mis devant chez lui. Moi, j'ai pas compris histoire de. J'ai pas compris le mot histoire de. Avant, c'était des recettes qui n'étaient pas facturées. Il n'y a pas de tarif existant. C'est le mot que j'ai pas compris. Histoire de. Régulariser, pardon. Excusez-moi. Donc c'est quelque chose qui s'est fait une fois ou c'est un tarif qu'on met de façon... Non, c'est un tarif qu'on met pour... Okay. C'est un tarif qui n'a pas été intégré sur le grille de tarif 2024 et ça ne concerne pas, par exemple, les pots de fleurs qui sont à l'intérieur des terrasses. Mais il y en a très peu, hein. Ça concerne 3-4 cas. Merci. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, juste une petite information. Normalement, il y a une slide... Voilà, qui est organisé par le Centre communal d'action sociale. Donc, je présente l'information. Normalement, on a une slide, monsieur Perret, non? Elle ne va pas tarder à arriver. Juste, donc, je présente ça à la place de Muriel Béziel, qui était malheureusement indisponible ce soir. Donc, si on n'a pas la slide, c'est pas grave. Donc, si, c'est bon. Donc, voilà, c'était il y a quelques mois, à force d'entendre dans la ville certains conflits d'usage en termes de partage de la voirie, de l'espace public, de la route en particulier, entre les discours que je pouvais avoir des piétons, ceux des cyclistes et ceux des automobilistes. Donc, via le CCAS et en collaboration avec la police municipale, on va... organiser de pouvoir repasser, donner la possibilité aux Dinardais de pouvoir repasser de manière virtuelle, bien évidemment, le code de la route qui a fortement évolué depuis que nous l'avons passé. Et voilà, c'est les règles qui font foi dans le partage de l'espace public. Je pense qu'il y a encore, pour un seul exemple, donc ça sera des questions essentiellement centrées sur le partage de la route au sein de la ville. Voilà, souvent un sujet récurrent que j'ai pu entendre depuis le début du mandat, c'est qu'il y a encore des usagers de la route qui ne savent pas que sauf arrêté contraire du maire, mais que dès lors qu'on passe en zone 30, les contresens cyclables sont autorisés. Et ça, je crois que ça fait plus de 5 ans que ça existe, voire 10 ans au niveau de code de la route. Donc ça sera, l'idée c'est que ça soit une réunion un peu pédagogique et ludique. Et donc ça sera cet événement est organisé par un professionnel, une auto-école locale, et vous pourrez répondre à travers vos smartphones et à travers une application en direct pendant cet événement. Et on n'a pas eu la slide, donc j'espère qu'on n'aura pas ces problématiques-là lors de l'événement. Et la date, c'est en octobre de mémoire. 5 novembre. Il n'y a pas le lieu. Voilà. 5 novembre au COSAC. Donc venez avec vos smartphones, c'est essentiel. Et voilà, juste rappel des prochaines séances. Donc mardi 19 novembre, lundi 16 décembre et le 27 janvier. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Juste, monsieur le maire, vous avez dit le 5 novembre ou le 7? 5 novembre. En soirée? Oui. C'est dommage pour les gens qui travaillent. Hein.